Les Juifs de Salonique, nous en entendons peu parler et pourtant une magnifique communauté qui a été décimée par la Shoah. Voilà. Et en cette semaine un peu particulière, on a décidé de mettre en lumière, de parler en tout cas un peu d'eux grâce à Chedva Peraya. Chedva Peraya, dont les parents sont issus de cette grande et belle communauté des Juifs de Salonique. Bonjour Chedva. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Enfin, une journée un peu dure quand même, la Shoah, mais bon, il faut passer par là. Il faut passer par là et puis il faut se rappeler voilà, de tous ces gens qui sont partis, qui ont été décimés. Et vous, en plus, vous nous racontez l'histoire non pas seulement de vos parents, de votre maman qui a été déportée à Bergen-Belsen lorsqu'elle avait 17 ans, mais aussi de toute une communauté. Vous avez d'ailleurs consacré un livre à l'histoire des Juifs de Salonique. Alors, cette communauté, comme Begin l'avait dit, c'est Jérusalem des Balkans. C'est-à-dire que Salonique est au bord de la mer, c'est un port, un très grand port, et le port marchait d'après les fêtes juives. C'est-à-dire que Shabbat et toutes les fêtes, le port était fermé. Et si un bateau arrivait, il n'accostait pas. Il attendait en haute mer jusqu'à ce que la fête soit passée. Alors, la veille de la guerre, il y avait combien de Juifs à Salonique ? Il y avait à peu près 56 000. 56 000 Juifs ? Oui. Combien sont venus ? 2 000. Ok, donc si vous nous dites que le port de Salonique était fermé, ça veut dire que la vie juive était extrêmement présente. C'est-à-dire que les Juifs du temps des Turcs étaient la moitié de la population. Après, il y avait une autre partie turque et des Grecs. Mais c'était jusqu'à l'incendie de... Alors, justement, on va voir une carte tout de suite, une carte de Salonique. Il faut que vous nous expliquiez ce qu'on voit. Il y a une partie en rouge, en bleu, en jaune. Voilà, alors cette carte-là, c'est au milieu de la Première Guerre mondiale. 1915 à peu près. 1915. Ok. Et donc, la population en jaune, ce sont la population juive, qui est juste à côté de la mer. Le bleu, ce sont les chrétiens. Et l'orange, marron, c'est les Turcs, les musulmans. D'accord. Et la ligne noire, c'est la ligne d'un incendie, d'un très grand incendie. Qui a donc, ça veut dire que tout ce qui est dans la ligne noire a brûlé. Tout a brûlé. A disparu. Les gens ont été exterminés par ce feu. Ah non, et les gens... Se sont sauvés ils ont sauté, je ne sais pas très bien. C'est plutôt les maisons. Ils n'avaient plus de maison. D'accord. C'était fini. Donc, ils sont partis comme des réfugiés. Voilà. Alors, il y en a qui sont partis vraiment à Haïfa et qui ont construit le port de Haïfa, puisqu'ils avaient l'habitude des ports. Il y a une grande communauté qui est partie à Paris, parce qu'à cause de l'Alliance, ils savaient le français, dont mon grand-père, donc mon père qui avait 4 ans. Donc, votre père, lui, a grandi en France. Donc, mon père a grandi en France. C'est pour ça que moi, je ne sais pas très bien le ladino, parce qu'il répondait toujours en français. Ok. Ah oui, parce qu'il faut quand même préciser que cette communauté est arrivée à Salonique, mais c'est la communauté qui vient après l'Inquisition, après Après l'Inquisition, les Juifs ne savaient pas trop où aller. Les Espagnes sont partis à Salonique. Voilà, donc le sultan turc a dit qu'il voulait accueillir les Juifs parce qu'il avait compris qu'ils apportaient aussi la technologie. Hein. Et il a dit que ceux qui n'accepteraient pas les Juifs, il les tuerait, peine de mort. Donc ça s'est très bien passé jusqu'à cet incendie. Et c'est vrai qu'on va voir d'ailleurs, pour qu'on comprenne la communauté, c'était cet immeuble qu'on voit là, ça appartenait à votre grand-père. Mon grand-père, oui. Maternel. Oui. Du côté paternel, ils sont tous partis à Paris. Donc, et il y a même un portail avec les initiales de votre famille. FG, on le voit. FG, ça veut dire Florentin, qui est le nom de jeune fille de ma grand-mère. Et G, qui est Gattegno, le nom de mon grand-père, donc de ma mère. Donc c'était... C'est ma grand-mère qui a conçu cet immeuble-là, qui est à Salonique, la parallèle de la promenade des Anglais. Il existe toujours ? Ah oui, il existe toujours, oui. Mm-hmm. Il y a c'est une propriété privée aujourd'hui, publique ? Ah non, quand mon grand-père est rentré du camp de Bergen-Belsen, il n'avait pas tellement d'argent, à vrai dire. Donc il a vendu ça pour
il a vendu ça pour une Il a vendu pain. sa part. Il n'y avait pas que sa part. Il avait des sœurs. Mais bon, il nous reste 2 chambres peut-être là-bas. Ok, c'est pour donner une idée de la magnificence de la communauté, de la richesse de la communauté de Salonique. Si vous vous baladez à Salonique et que vous voyez des villas, il y en a qui sont devenus des ministères. Ce sont tous des propriétaires de Juifs. Toutes les villas de Salonique, ce sont des Juifs. Alors pourquoi cet incendie, peut-être qu'on va revoir la carte, a été tellement décisif dans le sort qui a été réservé aux Juifs? Il faut remettre cet incendie dans la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si on peut revoir la carte, Ariel, en technique, peut-être que oui, on va voir. Donc, c'est dans la Première Guerre mondiale où il y avait des Anglais qui étaient qui étaient en guerre contre les Turcs. Et donc, il y avait une énorme unité armée anglaise et aussi français. Et le responsable, le commandant de cette armée-là, a dit de toute façon, l'eau, c'est fait pour donner à boire aux soldats et pas pour arrêter l'incendie. Et c'est pour ça que cet incendie a été ravageur. Voilà. Et à partir du moment où c'est dans la Première Guerre mondiale, la guerre mondiale s'est terminée, les accords ont été signés et finalement la Grèce a repris son indépendance. D'accord. C'était en fait, et elle avait commencé avec la guerre des Balkans qui était en 1912-1913, mais c'était entériné. La Grèce n'était plus turque, elle est redevenue la Grèce. Mais à partir de ce moment-là, les Grecs qui étaient orthodoxes ont fait les premières lois, c'était que le jour de repos ne soit plus le Shabbat, mais le dimanche. Ils ont apporté des tas de fonctionnaires avec des bateaux chaque fois, plein de fonctionnaires. Les enfants étaient obligés d'aller à l'école chrétienne, enfin grecque. C'est-à-dire que le fait que les Grecs soient pratiquants et que leur pratique n'était plus du tout ni l'islam ni le judaïsme, ça a fait que... Et moins tolérant. Et beaucoup moins tolérant vis-à-vis des Juifs. Et donc les problèmes ont commencé déjà depuis 1915. Depuis la fin de la guerre. 19, après la fin de la Première Guerre mondiale, d'accord. L'incendie, ça a été le démarrage, parce que les Juifs ont dû s'éparpiller un peu partout. Exactement. La guerre a fait que, après que la Grèce ait repris son indépendance, ça a tout changé vis-à-vis des Juifs. Ça a tout changé vis-à-vis des Juifs. Ils étaient obligés d'aller au service militaire. Ils étaient obligés de... on payait le bakchiche. Ouais, c'est ça. C'était il n'y avait plus de bakchiche, il n'y avait plus rien. Okay. Ouais. Et donc... L'antisémitisme a commencé à grandir. L'antisémitisme a commencé à grandir, chose qu'avec les Turcs, il n'y avait pas tellement. Mais tout d'un coup, il y a eu un pogrom, alors qu'il n'y avait jamais eu de pogrom avec les Turcs. Il y a eu un pogrom en quelle année? Si je me rappelle bien, c'était en 1932, je crois. Mais peut-être que je me trompe. Non, mais bon, environ. Ouais. Alors, comment a vécu la famille de votre mère à l'époque? Alors, ma mère, visiblement, elle a fait partie des gens qui n'étaient pas du côté de l'incendie. Ils devaient être en dehors. Ouais. Donc, eux, ils sont restés à Salonique. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la citoyenneté espagnole. C'est-à-dire que les Juifs, pour ne pas aller dans des écoles chrétiennes, ont essayé de rentrer dans des écoles d'autres pays, soit allemandes, soit italiennes, et ils ont essayé d'avoir d'autres nationalités. Et c'était au moment où l'Espagne, comme aujourd'hui d'ailleurs, voulait récupérer ses Juifs pour développer son commerce dans la Méditerranée. Et donc, ils ont réussi à prendre la nationalité espagnole. Ça les a... Parce que le critère était de savoir l'espagnol. Ce qui était leur cas. Bien sûr, ils venaient d'Espagne, donc c'était leur cas. Mais comme aujourd'hui, il faut aller aussi payer. Donc, ce n'est que soit les gens riches, soit les gens... Finalement, il n'y a que 1000 personnes qui ont pris cette nationalité, alors qu'ils auraient pu en avoir d'autres. Alors, est-ce que ça les a protégés? Ah oui. Jusqu'à la fin de la guerre. C'est ça qui les a protégés. Sinon, ils auraient été à Auschwitz. Alors, mais votre maman a été déportée? Oui, mais à Bergen-Belsen. Au début, Bergen-Belsen, c'était un camp assez spécial, et c'était un camp où les Allemands mettaient les gens qui ne savaient pas quoi en faire. Soit c'était des gens politiques, soit des gens très riches dont ils pouvaient se servir pour faire des échanges de prisonniers, soit des gens comme ma mère espagnole. On mourrait quand même à Bergen-Belsen.
On mourait, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de chambre à gaz. Il n'y avait pas de chambre à gaz. On mourait de faim, on mourait de typhus, on mourait de... Et puis, Bergen-Belsen, il y avait plusieurs sous-camps. Eux, c'était les mieux, si vous voulez. Il y avait d'autres sous-camps qui étaient plus terribles. Plus terribles. Eux, c'était plus ou moins, ils travaillaient, ils arrivaient... Oui, parce que Hitler voulait que Franco rentre en guerre. Donc, il a protégé, entre guillemets, les Espagnols. Donc, c'était vraiment une garantie. C'est pour ça qu'elle a survécu. Voilà, elle avait 17 ans, elle est restée 1 an. Et ben jusqu'à la libération, parce qu'il y avait toujours en tête des pourparlers entre Hitler et Franco pour que ces juifs espagnols rentrent en Espagne. Et alors il y a eu un premier groupe où effectivement ils sont rentrés en Espagne et puis ils sont arrivés en Palestine. Mais le deuxième groupe, qui est celui de ma mère, les chemins de fer étaient déjà C'était terminé. Voilà. Donc elle est retournée où ça? Elle est allée à Paris? Ah non. Alors, d'abord, elle était libérée. On a envoyé un train qui devait arriver à Theresienstadt et qui n'est jamais arrivé parce que d'un côté, il y avait les Allemands, de l'autre côté, les Américains, et le train au milieu, ils sont envoyés des obus l'un à l'autre. Et jusqu'à ce qu'un enfant court, il voit les Américains. Alors, les Américains, il a dit, mais il y a un train. L'Américain dit quoi? Alors, tout d'un coup, il y a un char qui est arrivé. Ah oui, il y a un train, c'est comme ça qu'on a été libérés. Enfin, ils ont été libérés. Votre maman a été libérée. Voilà. Alors, on parle déjà de la libération, mais avant la libération, avant d'arriver à Bergen-Belsen, j'imagine qu'elle a dû être dénoncée, qu'elle a dû être... Alors d'abord, elle était en prison parce qu'ils ont essayé de partir à Athènes, parce que la Grèce était comme la France, elle était divisée en 2 parties. Donc en Grèce libre. Voilà. Le nord était allemand et le sud était italien. Et les Italiens, je ne sais pas si protégeaient les Juifs, mais en tout cas, ils ne les poursuivaient pas. Donc ils ont essayé de passer et là, ils ont été pris assez près de Salonique. Et donc, ils ont été amenés en prison par un gars qui, plusieurs années après, son petit-fils m'a convaincu. Alors ça, on va raconter cette histoire parce que c'est absolument incroyable. Mais c'est un type de Salonique qui dénonçait beaucoup de Juifs, enfin, qui emprisonnait beaucoup de gens. Mais c'est-à-dire, ils ont été pris en tant que... En fait, les Allemands, quand ils étaient entrés dans le train, ils cherchaient de la drogue. Puis ils ont trouvé des Juifs. Alors, si déjà on les prend. Et ils ont demandé aux policiers grecs de les amener en prison. Et c'est un policier grec, bon, il ne pouvait pas ne pas les amener en prison. Donc, il n'a pas été dénoncé. D'accord, ok. Alors, ce qui est très spécial dans cette histoire, décidément, il y a toujours des rebondissements dans les familles. C'est qu'un beau jour, vous avez reçu un coup de fil. Un mail voilà. D'un gars qui me dit si vous êtes de la famille Gattegno. Je dis bah oui, c'est ma mère. Ah bon, parce que mon grand-père vous a cherché pendant plusieurs années. Il est mort en 2004, je crois. Et puis moi, je vais à Auschwitz, je prie pour vous, etc. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Vous êtes bien mort, vous êtes mort à Auschwitz. Ben non, on a été à Bergen-Belsen parce qu'ils étaient espagnols. Du coup, le gars est venu en Israël. Moi, j'ai été aussi... Il est venu vous rencontrer? Ah oui, il est venu nous rencontrer. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'il avait la culpabilité de son grand-père? Parce que oui, je crois. Et puis, on s'est donné rendez-vous à Salonique et il m'avait dit, mon grand-père a donné à ma grand-mère, enfin à sa grand-mère, un bijou. Et je voudrais vous le rendre. Ah bon, quel bijou? Il faut dire que mon grand-père était bijoutier. Donc, quand il était rentré en prison, il avait pris 2 sacs avec plein de bijoux de son magasin. Ouais. Et quand ils sont arrivés à la porte de la prison, l'Allemand, parce que c'était une prison allemande, l'Allemand dit ils n'ont pas besoin de ces sacs-là, reprends-les. Donc, il les a remis dans la camionnette, mais il a ouvert, il a vu que c'était lourd, il a vu plein de bijoux, donc il les a gardés. Voilà, pas tous, enfin, au moins un. Et donc, j'étais en Grèce, à Salonique, pour qu'il me donne ce bijou, mais sa grand-mère était malade, elle était démente. Personne n'a su identifier le bijou, c'est ça? Non, je ne sais pas quel bijou. Donc, vous n'avez pas pu choisir quel bijou c'était? Non, je n'ai pas vu. Et il m'a dit, surtout parle pas à ma grand-mère, elle est démentielle maintenant. Bon, ok. En tout cas, c'était une drôle d'histoire. Le bonjour du passé, c'était. Le bonjour du passé, c'est joliment dit. Elle est restée très nostalgique, votre maman de Salonique? Ah oui. Ah ouais. Ça a vraiment...
Ah ouais, c'était dur. Comment elle est arrivée à Paris, en fait? Parce que sa mère, donc, était malade cardiaque. Et elle a dit, on va aller à Paris, il y a un grand professeur. Et donc, mon grand-père maternel a dit, écoute, si tu vas à Paris, je suis en correspondance avec, mes 2 grands-pères étaient bijoutiers, avec la famille Peraya, bijoutier, va là-bas. Et donc, il y avait là-bas mon père, et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'ils se sont connus. Et donc, ma mère est venue à Paris. Et ils sont restés à Paris. Ils sont restés à Paris. Ouais. Mais elle a fait son alia quand même, votre maman. Ouais. Nous, c'était une grande sioniste. C'était une grande sioniste. Ouais, elle a fait son alia, elle nous a tous amenés en Israël, et y compris mon père qui se sentait un peu français. Ouais. Elle a réussi à tous vous convaincre de venir en Israël une fois que votre père a eu sa retraite. Ils se sont installés ici. Ils sont installés ici. C'est le rêve de sa vie? Ah, tout à fait, oui. Et puis après, elle n'en avait plus de rêve. Donc, après, elle s'est laissée partir. Ouais. Quelques temps après. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'était l'occasion aujourd'hui de rappeler sa mémoire. Une belle histoire. Alors, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, plus particulièrement, plus en détail, on n'a pas tout détaillé, évidemment, des Juifs de Salonique. Vous avez écrit un très joli livre qui s'appelle Zot Saloniki en hébreu, qu'on peut trouver dans les librairies en Israël, chez Stimansky notamment. Oui. Voilà. Et vous avez écrit un deuxième, voilà, le deuxième groupe. Alors là, sous un autre nom. Oui, parce que c'était mon nom de mariage. Voilà, Evelyne Grand, c'est aussi vous. Voilà, les Juifs espagnols internés au camp de Bergen-Belsen. Vous avez raconté leur histoire dans ce petit livre. On le trouve sur Internet, celui-là, ou aussi non, chez moi. Chez vous. Alors là, c'est chez vous, mais l'autre, on le trouve sur dans les librairies israéliennes. Merci beaucoup d'être venu, Redva, et on vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.